Je vous propose qu'on débute et je vous remercie d'être là pour cette réunion qu'on souhaitait effectuer, qui est organisée par le Parti Socialiste du 18e sur les questions de politique migratoire. C'était évidemment par rapport à l'actualité. Il y avait le projet de loi sur l'immigration que souhaitait mettre en place Gérald Darmanin, avec une visée fortement restrictive. On sait déjà évidemment la situation plus que précaire, que ce soit évidemment les personnes demandeuses d'asile, en situation d'immigration de manière plus générale. Et évidemment dans le 18e, on est ici à la Goutte d'Or, pas très loin de la Chapelle, où on a connu pendant des semaines et des mois des campements sous toutes leurs formes. Et donc on sait que trop bien évidemment ici la situation et en même temps les nombreuses tentatives et initiatives de solidarité. Et donc on est à cette jonction entre les deux et c'est pour ça que ça nous semblait utile à la fois de voir ce qui peut être proposé par le gouvernement et aussi nous, en tant que parti de gauche, ce que l'on pourrait proposer par la suite. Je ne vais pas être plus long et je vais présenter évidemment aussi nos trois invités que je remercie d'être présents ce soir. Je vais commencer par ma gauche avec Amadou Sylla, qui est le président de l'association SOS Casamance. C'est une association évidemment qu'on connaît bien dans le 18e et ici tout particulièrement à la Goutte d'Or, qui mène plein d'activités et surtout, j'ai envie de dire, de plus en plus, qui est né évidemment du lien entre la diaspora sénégalaise et tout particulièrement de la région de la Casamance et évidemment le 18e et la Goutte d'Or et qui depuis s'est développé, qui fait que ce soit des cours de français, des actions de prévention, enfin voilà, de l'accès au droit, plein d'activités diverses et qui pourra aussi nous apporter un témoignage sur le vécu plus particulièrement des personnes ici à Paris et dans le 18e. Je remercie également Sylvie de plus, bonsoir, pour la LDH 18e, que je ne présente pas, enfin qui est née il y a plus de 120 ans maintenant, c'est ça. Alors, je me suis bien passé. 125 exactement. 125. Parce que j'allais dire qu'elle est née avec la défense de Dreyfus. C'est vrai que c'est... Un peu plus tard quand même. Voilà, un peu plus, voilà. Et qui a eu moult histoires en passant évidemment la défense de la paix durant l'entre-deux-guerres, mouvement décolonial, son appui et son soutien à l'après-guerre, avec également les sans-papiers, enfin voilà, moult combats. En tout cas, la défense de l'état de droit et la lutte contre les discriminations, et qui est tout particulièrement d'actualité puisqu'on sait aujourd'hui comment le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a remis en question évidemment la situation et on va dire la légitimité de cette association et c'est aussi un moyen aussi de lui apporter aussi un plein soutien à cette association que l'on connaît bien et qui mérite aussi tout notre soutien. Et puis je terminerai également avec Basten Moumamba, qu'on va présenter plus généralement comme militant associatif et qui pourra aussi nous apporter son témoignage et aussi surtout en fait sa vision du sujet et son analyse. Je ne vais pas être plus long. Eric, est-ce que tu veux dire un mot maintenant ou après ? Non. Voilà. Je vais proposer donc peut-être plus particulièrement sur vous dans le sens que vous souhaitez. Peut-être que vous nous fassiez peut-être plus je vous propose que juste sur le déroulé de cette soirée, de manière assez traditionnelle, qu'on fasse un premier propos de nos invités pendant 5-10 minutes maximum, et puis après qu'on puisse faire un temps d'échange de questions et de réponses, et on a l'habitude désormais avec une alternance femmes-hommes. Donc voilà, peut-être l'occasion justement de débuter, peut-être à la fois ce que vous pouvez nous dire sur la situation, le dispositif légal aujourd'hui pour les personnes en situation d'immigration et on pourra aussi peut-être faire un point là-dessus sur les projets de loi, etc. qui sont à venir. Enfin, je vous laisse la parole. Ça marche, vous pensez ? Je parle fort. Mais il faut parler fort. Je parle fort, voilà. Donc merci de l'invitation. Je suis assez heureuse de participer à un groupe plus large. Donc, compte tenu de mon âge, je suis à la Ligue des droits de l'homme depuis 40 ans. Vous voyez que ça fait longtemps. Pourquoi la Ligue des droits de l'homme ? Eh bien parce que c'est une association qui a une certaine aura et qui a toujours défendu les droits. Son idée, c'est les droits. C'est ni d'être pour un parti, ni contre quelque chose. C'est défense des droits, quelle que soit la situation.
elle a été très critiquée puisque la Ligue a défendu, par exemple, lors de les collaborateurs qui ont été pendant la résistance. Elle a défendu non pas leur action, mais leur défense. Elle considère que quelqu'un doit être défendu, quelle que soit sa situation. Elle est très attaquée actuellement pour différentes raisons, en particulier l'islamisme et actuellement la loi Darmanin. D'accord ? Donc l'islamisme, c'est un truc qui reste toujours sous prétexte qu'on défend des gens dont leur religion est musulmane. C'est absurde de faire le lien entre les deux et de considérer qu'on défend une religion en tant que telle. Nous défendons des gens, des personnes, c'est tout, qui ont des droits d'avoir une certaine religion, etc. Avec mon voisin et néanmoins ami, nous sommes intéressés particulièrement à la défense des demandeurs d'asile. Alors, dans le quartier, c'est vrai que les sans-papiers, les combats autour des sans-papiers, c'est une très très vieille histoire, à Saint-Bernard, etc. Tout le monde connaît à la Goutte d'Or. Maintenant, les demandeurs d'asile, La Chapelle, on a vu beaucoup. Ça fait des dizaines d'années, enfin ça fait plus de 10 ans qu'on envoie des demandeurs d'asile. Et tout s'est dégradé en fait. Notre activité consiste surtout à simplement leur permettre d'avoir leurs droits. Et c'est extrêmement difficile compte tenu de la dématérialisation. Vous êtes sûrement au courant de cette histoire de dématérialisation qui consiste pour tout étranger, à faire tout par Internet. Prendre des rendez-vous, au téléphone c'est déjà compliqué, mais ensuite tous les dossiers se font sur Internet. Les lettres, les courriers, etc. Ce qui sous-entend que les gens ont un téléphone, qu'ils savent lire le français, qu'ils comprennent, etc. C'est une façon de couper les droits qui est parfaite. Il n'y a pas de sang versé, on ne voit rien, mais ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est extrêmement grave pour les demandeurs d'asile qui n'arrivent même plus à déposer leurs demandes. Et quand ils y arrivent, ils n'arrivent plus à avoir les aides normales qui leur sont illégalement supprimées. C'est-à-dire que les demandeurs d'asile qui sont considérés comme Dublin, c'est-à-dire passés par un autre pays, n'ont plus de droit. Ils n'ont plus droit à une allocation, pas le droit à la CMU, pas le droit à un logement ou à une domiciliation. Ce qui est absolument scandaleux, c'est illégal et ça, la Ligue des droits de l'homme ne peut que défendre les droits des sans-papiers, enfin des demandeurs d'asile actuellement. Deuxième combat qu'on connaît bien dans la Goutte d'Or aussi, c'est les écoles. La fermeture des écoles et des lycées professionnels. Pour une raison très simple, c'est que nous avons toujours défendu les mineurs non accompagnés, qui ont été très protégés par les enseignants des lycées professionnels. Ça a été pour eux une chance incroyable. La majorité de ceux qu'on a connus et qu'on a parrainés, avec les élus d'ailleurs, chaque parrainage se faisant avec un élu, ont fait des études, ont trouvé un travail. Et même si au départ ils avaient un niveau assez faible, ils ont trouvé un travail, ils vivent, ils sont insérés, ils sont bien. Actuellement, c'est beaucoup plus difficile. Les mineurs ne sont pas reconnus mineurs et donc ils perdent tous leurs droits. Voilà. Là, c'est deux exemples de deux groupes de personnes différentes, mais qui devraient avoir des droits et ces droits ne leur sont pas attribués. Je rappelle qu'actuellement la Ligue est très attaquée parce que la Ligue a défendu les manifestants de Sainte-Soline et en particulier ceux qui ont été blessés. Un certain nombre d'observateurs ont demandé au secours d'intervenir et ça a été interdit par la police, enfin les gendarmes, les policiers qui étaient là. Donc là, il y a un scandale aussi, c'est-à-dire que les violences policières ont été absolument, enfin vous les avez tous vues. Certains manifestants, c'est sûr, des blocs ont été agressifs au début, mais l'ensemble des manifestants n'étaient pas agressifs. Et la violence qui leur a été opposée est absolument scandaleuse. Et en plus, il y a ce refus de soins de deux personnes qui étaient gravement blessées, qui le sont toujours. Là aussi, alors la Ligue est attaquée, comme pour l'islamisme, pour un soutien aux violences des manifestants, etc. Or, les manifestations, c'est un droit. Donc manifester est un droit. Le fait qu'on leur ait reproché d'avoir des objets potentiellement dangereux a été déjà réfuté lors d'un référé qui a été annulé par le tribunal. On a dit que c'est quoi un objet non dangereux? Si vous avez une bouteille avec de l'eau froide dedans, vous pouvez la balancer sur quelqu'un, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est quoi un objet dangereux? Donc c'est refusé comme explication et actuellement il y a un recours vers un tribunal pour faire annuler cette décision qui fait que tous les manifestants deviennent des gens dangereux, ce qui est scandaleux. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de raisons d'être en colère et j'espère qu'on vous l'est et qu'on le sera longtemps. Voilà, je passe la parole.
Bah, il marche Oui. bien. Ah, d'accord. Juste pour l'enregistrer. Ça nous permet d'enregistrer, mais ça permet. Donc il faut. D'accord. Dans la partie Ok. grave de la gorge. Bon, très bien. Oui. Bonsoir à tous. En fait, moi, je voudrais renchérir tout simplement en soulignant, disons, la longue histoire de la France en tant que terre d'immigration. On n'a toujours pas souvent l'occasion de le rappeler, mais la France, telle qu'elle est vue aujourd'hui à l'étranger, est en train de perdre du terrain dans des territoires qui lui étaient acquis. On a l'exemple du Mali, on a l'exemple du Burkina Faso, on a l'exemple de la République centrafricaine. Aujourd'hui, la France est honnie du fait, effectivement, que ces politiques, animées par le désir, disons, du tout et en même temps, on est ici en train de parler de la politique migratoire de M. Macron, on se rend bien compte effectivement que cette politique manque de logique dans la mesure où effectivement celui qui est censé porter l'idéal français d'égalité, de fraternité et de liberté se prend les pieds dans le tapis, disons, d'une politique quasiment inégalitaire. Moi, en tant que personne issue de l'immigration, l'image que j'ai de la France, ce n'est pas celle-là. La France m'a accueilli il y a 15 ans, je suis arrivé dans ce pays, j'ai pu avoir un travail, j'ai pu avoir un logement, j'ai pu avoir un enfant, j'ai construit ma famille ici. Et cette image délétère qui est effectivement propagée par le gouvernement aujourd'hui n'est pas de nature à rassurer les personnes qui me ressemblent. J'en veux tout simplement le fait qu'aujourd'hui, il y a une libération de la parole raciste. Une libération de la parole raciste qui ne date pas de M. Macron, déjà même de l'époque de M. Sarkozy, de l'époque de M. Chirac. On se rend bien compte effectivement que les politiques français, pour séduire une partie de leur électorat de droite, ont tendance, d'accord, à clouer au pilori les personnes issues de l'immigration. Donc cette tendance honteuse qui consiste à stigmatiser les plus faibles pour s'assurer, disons, les suffrages d'un certain type d'électorat, vise tout simplement à diviser davantage le pays et à semer le chaos dans les quartiers en tant que professeur, parce que je suis professeur d'anglais au quotidien et je travaille dans les quartiers populaires. Je vois comment les gens réagissent autour des questions autour du ramadan. C'est autour des questions, autour effectivement, disons, de l'intégration, autour des questions, autour effectivement, disons, du droit soit de manger du porc ou de ne pas manger du porc, par exemple, dans les établissements scolaires, vise tout simplement à davantage faire monter les tensions, non pas parce que je suis ici, c'est parce qu'il s'agit du Parti socialiste. C'est un parti qui a une longue histoire de lutte. En tant qu'angliciste, je connais l'histoire effectivement du socialisme aux États-Unis, la grande campagne des socialistes en faveur bien sûr des esclaves, d'accord, de la libération des esclaves, du merveilleux travail des socialistes à l'époque, disons, de la SFIO, par exemple, voilà. Le grand travail de François Mitterrand dans la démocratisation de l'Afrique, c'est un héritage de la gauche française. Je me rends compte malheureusement qu'aujourd'hui, cet héritage-là, du fait que le Parti socialiste ait gardé une position claire sur des enjeux, par exemple liés, disons, à la progression également de certains courants islamistes qui veulent s'emparer de certaines extrémités, parce qu'on a des islamismes de gauche et des islamismes de droite, nous amène à penser qu'aujourd'hui, il ne faut qu'une seule parole. La seule parole, c'est la parole de la France. Je me souviens de ce texte de Alphonse Hollard qui parlait du patriotisme humanitaire. La France est héritière de ce patriotisme humanitaire, héritière de la Révolution française. Et que l'on soit français ou pas, on se reconnaît tous à cet idéal-là. C'est un idéal universel. L'universalisation de la liberté, de l'égalité et de la fraternité n'est pas un héritage propre à la France. C'est un héritage humain. Et c'est ce en quoi le socialisme, d'accord, trouve toute sa valeur. Donc moi, en tant que militant associatif, je m'engage au quotidien à faire vivre ces valeurs-là
et à faire comprendre à quiconque que défendre la France, ce n'est pas défendre, disons, une France ethnique, mais c'est défendre une France civique. Une France civique qui se base sur des lois. Parce que c'est la loi, on dit généralement que la loi est l'émanation du sentiment général. Donc je pense, je ne vais pas m'éterniser, mais c'est simplement pour dire qu'il faut que nous sachions qui nous sommes. Que nous soyons français d'adoption ou français depuis des générations, il faut savoir que nous avons un héritage à défendre et c'est pour cela que je suis venu aujourd'hui pour faire cette intervention. Merci. Amadou, Ouais. enfin, il faut que tu puisses dans tes corps les plus graves. Je vais essayer. Mais en tout cas, merci pour cette invitation déjà. C'est une opportunité pour moi. En tout cas, je n'ai pas cette habitude peut-être de ce genre d'assemblée, mais je vais tenter en tout cas d'apporter la réflexion que j'ai. Alors ma réflexion s'est axée plutôt par mon parcours personnel et par le travail qu'on fait, en tout cas dans le cadre de l'association, donc une association qui se situe sur la Goutte d'Or. Alors quand on parle de la Goutte d'Or, effectivement, c'est vrai que c'est la question migratoire, elle est très présente, c'est une réalité très vivante. Et donc, moi-même, je pense que c'est quand même, des réalités qui m'ont beaucoup enrichi, qui m'ont beaucoup nourri dans mes réflexions et peut-être dans mon projet en tant qu'émigré. Parce que quand je dis, souvent on dit aux gens, dans le parcours migratoire, dans un projet de parcours migratoire qu'on est en train de mettre en place, la réflexion, c'est de dire, mais avant de venir en France, quel était votre projet? Est-ce que vous aviez un projet, par exemple, pour venir en France? Non, je n'ai pas de projet. Pourquoi vous êtes venu? Donc, en fonction des réponses, on voit la différence. On voit que vraiment, les gens, d'autres ont des projets parce que c'est des étudiants, d'autres n'ont pas de projet parce qu'ils sont confrontés à des situations de guerre, à des situations d'insécurité. Et puis, ils se retrouvent avec un rêve dans un pays où la réalité de rêve, finalement, n'est pas du tout ça. Donc, c'est-à-dire que c'est tout un processus, à mon avis, qui mérite en tout cas d'être analysé. C'est-à-dire, avant de quitter dans son pays pour partir à l'immigration, que déjà à ce niveau-là, que des réflexions soient menées, qu'un cadre soit trouvé pour mieux préparer les personnes qui se projettent à voyager. Parce que quand je parle de cela, je parle particulièrement du côté de l'Afrique, où ce travail n'est jamais fait, n'est pas bien fait. Alors, avant, quand on regarde l'immigration, peut-être vers les années 70, où il n'y avait pas de visa, il n'y avait rien du tout, les gens venaient parce qu'il y avait un objectif économique. Les gens venaient parce qu'ils devaient travailler. Mais aujourd'hui, quand on prend le contexte actuel, avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'on voit, ce flux migratoire aujourd'hui qui déborde, mais on s'interroge beaucoup. Et nous, on les accueille souvent dans nos cours de français, dans nos ateliers, par exemple, dans nos permanences juridiques. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que la question, quand même, ça dépasse ce simple décor qu'on voit dans la rue et ça convoque vraiment un examen de conscience, quelque part. Et de ce point de vue, par exemple, ce travail que je fais, parce que quand j'ai fait venir une stagiaire qui travaille avec moi sur la question migratoire en ce moment, qui est canadienne, donc, mais en fait, c'était tellement riche comme, pour moi personnellement, parce que c'est des choses que je n'imaginais pas au départ. C'est des sentiments que je n'imaginais pas, des réponses. Mais quand on a élaboré cette fiche de questionnaire qu'on soumet aux différentes personnes qui sont interrogées, mais là, on se rend compte effectivement que le problème mérite en tout cas une autre approche, un autre regard, avec un traitement beaucoup plus partagé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, moi je prends un exemple, le Parti socialiste c'est un parti qui existe en France, mais les partis de gauche existent partout dans le monde. Donc ils défendent un idéal, ils défendent un projet de société qui est partagé par tous les autres partis aussi qui se trouvent, que ce soit en Afrique, un peu partout, que des réflexions soient menées. Je pense par exemple à l'international socialisme, dans ce cadre-là où par exemple toutes les formations politiques du monde, en tout cas de gauche, se retrouvent pour discuter, que ces questions-là puissent en tout cas être aussi prises en compte avec de remontées de terrain. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle situation, de nouvelles donnes. Ce qui était valable en 1970
n'est plus valable en 2023, donc ce n'est pas le même contexte. Aujourd'hui, il y a une démographie, il y a une explosion démographique à travers le monde, particulièrement en Afrique, où aujourd'hui on a un taux de démographie extrêmement important qui inquiète beaucoup les politiques publiques. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse par rapport aux attentes, aux interrogations des jeunes. Qu'est-ce qui se passe? Ces jeunes désemparés aujourd'hui sont prêts à emprunter effectivement le chemin de l'aventure avec tout ce que cela comporte comme risque. Alors, malheureusement, les États, face à cette situation, que font les États? C'est ça la question. Bon, au niveau de la France, on va dire par exemple, on ne peut pas accueillir tout ce monde-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas le budget, on n'a pas les ressources, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Ça peut s'entendre, ça peut se comprendre. Mais de l'autre côté, où les jeunes quittent en masse, qu'est-ce qui est fait? C'est aussi une autre question à se poser dans ces États. Donc, ce qui fait que pour moi, à un moment donné, il faut qu'il y ait une réflexion transversale. C'est-à-dire au-delà de ce qu'on va réfléchir, par exemple, dans les pays d'accueil, que les pays où sortent effectivement, d'où viennent ces populations, ces jeunes pour la plupart, que aussi des réflexions soient engagées. Je sais que des réflexions sont engagées dans le cadre de l'Union européenne, avec des politiques qui sont mises en place pour aider un peu tout ça. Mais je crois qu'ils ne vont pas dans le fond des choses, souvent, se traiter de façon tout à fait superficielle. Et malheureusement, la réalité, elle est là, cruelle, et puis elle avance. Et donc nous, par exemple, en tant que structure associative, au quotidien, ce que je vois moi, quand je me lève le matin, devant la porte de l'association, devant l'environnement dans lequel je travaille, mais j'avoue qu'en fait, c'est trop chargé en fin de journée. On se dit, oulala, là, quand même, il y a des problèmes. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je crois que toutes ces réalités-là, à un moment donné, ça mérite peut-être, je ne sais pas, une sorte de conclave, je peux parler peut-être d'assises, je ne sais pas quoi, mais ça mérite une réflexion très profonde, très sérieuse. Et c'est là où je salue en tout cas cette initiative-là, que je trouve quand même tout à fait pertinente. Voilà, que ce n'est qu'un début. C'est quand même une étape dans la réflexion. Et peut-être que ça peut être conduit d'une manière beaucoup plus structurée pour permettre d'avoir vraiment de la matière en termes de propositions d'action, en termes de propositions peut-être de loi, en termes de programmes qui permettraient effectivement de relancer le débat politique sur la question migratoire qui, à mon avis, aujourd'hui, en tout cas, souffre beaucoup avec la politique actuelle du gouvernement. C'est quand même une politique aujourd'hui. Être migrant, des fois, c'est un peu difficile dans le contexte actuel. Très, très difficile. Parce que il y a des mots qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre aujourd'hui qui se libèrent facilement. Donc on verse dans le racisme, dans la discrimination, dans tout. Bon, alors c'est un constat, mais il faut quand même le prendre avec beaucoup de philosophie et puis avec beaucoup de responsabilité. Pour moi, c'est ça qui est quand même le plus important. Voilà, bon, je vais arrêter en tout cas mon propos là pour laisser effectivement peut-être des échanges plus constitutionnels. Merci à toutes et tous. Je vais proposer de prendre celles et ceux qui veulent prendre la parole. N'hésitez pas à lever vos mains. Tout de suite, c'est la première. Alors, je voudrais répondre. Et alors, pareil, fais le maximum que tu peux. Justement, je voulais te poser une question à toi. Quel est ton nom? Comment tu... Mon nom? C'est Amadou. Amadou, ouais. Amadou. Oui. Alors, je connais bien le Sénégal puisque j'ai une petite fille qui est métisse sénégalaise et j'y suis allée plusieurs... On n'entend rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien, il n'amplifie pas. Il ne fait qu'enregistrer, lui. Alors, je parle du Sénégal. Je connais bien le Sénégal parce que j'ai une petite fille qui est métisse sénégalaise et j'y suis allée plusieurs fois, une fois même en Casamance, que je trouve que c'est un pays très beau. Mais alors, je me pose quand même la question, que font ces États sur place pour s'occuper de la population? Parce que j'ai quand même toujours le sentiment que ça n'avance pas politiquement. Et pour s'occuper de toute cette jeunesse qui demande qu'à travailler, on les voit, c'est pas des feignants, ils veulent travailler, mais on a l'impression que sur place, il y a une certaine inégalité entre les hommes politiques qui sont confortablement, j'en ai vu, je suis même allée au Congo faire la décoration du palais
présidentielle, c'est à pleurer, quoi. Ils vivent dans l'opulence et à côté, les gens ne font rien. Bon, ça date un peu, mais aujourd'hui, est-ce que les choses bougent et est-ce que ça avance de ce côté-là? Parce que moi, ça ne me dérange pas du tout d'avoir des immigrés qui viennent pour travailler. On a besoin d'eux, d'ailleurs. Ils sont courageux. Ils font le boulot que nous, on ne fait plus depuis des années. Mais il faudrait qu'il y ait une espèce de volonté politique pour les aider vraiment chez eux, quoi. On va prendre quelques questions. Ariel, tu voulais dire un mot? 3 points. Premier d'abord pour... Premier point, c'est pour remercier nos invités, en particulier aussi Amadou, non pas que... c'est parce que moi, ça fait 15 ans que je travaille avec Amadou dans le quartier, et Amadou est parti d'une position d'aider, rappelle-toi, les familles en Casamance, et ensuite il s'est aperçu que son job à lui, c'était de s'occuper des enfants qui vivaient à la Goutte d'Or, parce que c'était cela qu'il a progressivement. Et des associations telles que la sienne, sont importantes pour que nous, en tant que parti politique, on puisse monter un vrai projet qui puisse permettre de... Voilà, parce que c'est pas tout critiquer, il faut proposer. Deuxième point rapide, à l'intérieur du PS18, ça fait des années qu'on réfléchit. Là, au niveau fédéral, on a remonté, et je laisserai les coordonnées un peu plus tard, une réflexion sur la lutte contre les discriminations et la lutte et permettre aussi à la laïcité d'être non attaquée. Mais le troisième point que je voulais vous dire, parce qu'on a, et je vais être assez rapide, comment mieux les accueillir. Alors, il ne s'agit pas de faire un panel de propositions. Moi, je voudrais proposer une seule proposition ce soir. C'est au niveau de la langue. Là, je parle en tant qu'enseignant, où j'ai travaillé pendant maintenant 40 ans dans le quartier, pratiquement, en tant qu'instituteur. Et qu'est-ce que je me suis aperçu, c'est que, et je l'ai vécu moi en tant qu'immigré aussi, c'est qu'à 13 ans, les gosses, c'est eux qui traduisent les papiers pour leurs parents. À partir de ce moment-là, où est l'autorité parentale n'est plus là. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'il va falloir que nous, en tant que parti, on propose une manière de permettre aux gens qui veulent s'intégrer, déjà de permettre des cours de langue. Alors il y en a qui ici font des cours de langue. Mais regardez dans quelles conditions sont les cours de langue. C'est toujours le soir et c'est parfois à la charge, quand ce n'est pas avec des associations gratuites, à la charge des immigrants. Donc je pense que tout État qui se doit d'accueillir dignement des personnes se doit d'abord de leur fournir une éducation à la langue pour permettre ne serait-ce que le dialogue avec leurs enfants à l'intérieur de la famille. J'en arrêterai là. Beaucoup de sujets très variés en fait, parce que quand on parle d'immigration, on parle de plein de choses à la fois. Et l'accès aux droits, c'est extrêmement important. Et ce que vous avez dit sur la question de la digitalisation, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi dans les ambassades où l'accès au visa est maintenant extrêmement complexe. Et quelque chose que j'ai vécu aussi dans ma vie personnelle, c'est qu'on voit de plus en plus de préfectures qui laissent faire des gens qui veulent les rendez-vous pour après les revendre. Et je pense que c'est un sujet sur lequel les pouvoirs publics doivent agir urgemment. Sur la question évidemment de la coopération du développement et de comment on fait en sorte que les causes de l'immigration soient moins fortes. Moi, je trouve que c'est un thème tellement large que quelque chose qui m'interroge, c'est comment on décloisonne en fait la question de l'immigration et comment on l'intègre plus dans chacun des sujets qu'on traite au quotidien, nous, politiques. Je dis ça parce que quand on a tracté sur la question des réformes des retraites, au marché Barbès notamment, ça m'a beaucoup marqué. Beaucoup des gens à qui on s'adresse sont des immigrés ou des enfants d'immigrés. Et beaucoup m'ont parlé des questions des retraites, des travailleurs immigrés. Beaucoup m'ont parlé, vous bougez sur cette question, mais est-ce que vous allez bouger ensuite sur la loi immigration? Et donc comment on décloisonne ces questions et comment on fait que quand on milite, par exemple contre la retraite à 64 ans, on embarque avec nous les questions des retraites des immigrés, par exemple, etc. Donc c'est tellement vaste que je pense qu'on peut en parler pendant des heures, mais je pense que c'est peut-être quelque chose à avoir vraiment de manière transversale dans notre... Maxime, tu souhaitais dire un mot? Oui, juste une question peut-être moins factuelle, mais même si c'est un terme qu'à gauche on n'utilise pas souvent, c'est la bataille culturelle. C'est cette question-là.
on le voit sur le débat sur les retraites, le parti qui en profite le plus, c'est le RN. Et que quand moi je tractais parfois aussi, c'était dans les quartiers populaires, c'était mais toutes les aides qu'ont les personnes immigrées, etc., il faudrait d'abord donner aux Français. Et donc les gens, comme ils ne peuvent pas voir factuellement ceux qui gagnent plus d'argent, ceux qui en profitent, ceux qui sont les plus riches de notre pays, ils tapent sur sur les plus faibles en fait. Et moi je suis à Port-de-la-Chapelle, je vois des pauvres gens miséreux, etc. Mais pour beaucoup de monde, ces gens-là ont encore plus de chance et plus d'aide que les vrais Français. Il y a des guillemets à vrai. Donc la question c'est de savoir comment on mène ces batailles culturelles, comment on arrive à convaincre les gens que ça n'est pas vers les plus précaires et vers les personnes immigrées qu'il faut se tourner, mais vers ceux qui ont les moyens. Et moi j'avais un prof par exemple qui me disait il n'y a pas longtemps, l'année dernière, moi je vais pas sur CNews, je vais pas dans les médias parce que c'est trusté, parce que c'est l'extrême droite, parce que ça m'intéresse pas. Et pourtant c'est ces chaînes-là, ces chaînes d'information qui aujourd'hui font le débat et font l'actualité. Et qui justement expliquent que le débat c'est systématiquement on va mettre en avant un mauvais immigré, on va mettre en avant une mauvaise immigration, on va mettre en avant un fait divers, on va dire que c'est ça la généralité, etc. Donc comment on fait pour convaincre les gens, comment on fait pour leur expliquer que la France est une terre d'accueil, et comment on fait pour gagner cette bataille culturelle-là qui, si on ne la gagne pas, et ben la droite et l'extrême droite vont continuer de prospérer dans le pays, elle sera toujours plus dure pour les personnes immigrées. Est-ce qu'il y a une prise de parole féminine? C'est Vianne. Dire, mais comme il faut une femme pour prendre la parole, je profite. Il y a une chose qui m'a frappée, mais qui n'a rien à voir avec l'immigration, c'est de dire que tout doit se faire par le numérique. Et ça, ce ne sont pas que les immigrés qui sont en peine, c'est toute une grande partie de la population qui n'a pas eu accès à l'éducation suffisamment longtemps et suffisamment correctement. Donc je suis convaincue qu'il y a des centaines de gens de mon âge et de ma couleur qui n'arrivent pas à faire valoir leurs droits de la même façon. Donc ça n'a rien à voir, mais je pense qu'on ne peut pas tout disséquer. Bon, maintenant, moi je suis africaine, donc... À chaque fois que je fais ma carte d'identité, on me le rappelle. Hein. Tu veux dire un mot? 3 ans. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je me présente. Je suis bien Papa Eric. Oui, Le Tendre, Papa Eric Le Tendre. Je suis présent tout le temps dans le quartier de la Goutte d'Or. Tous les enfants d'ici connaissent Papa Eric. Alors, la première des choses, je vais dire, ça fait 35 ans seulement que je suis à Paris, depuis janvier 88. Alors là, la semaine dernière, c'était le 13 avril dernier, j'ai eu mes 56 ans. Je suis né le 13 avril 67 à Kinshasa. Et depuis 35 ans, depuis longtemps, j'ai entendu parler des droits de vote aux migrants. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Oui, droit de vote plutôt aux étrangers. Parce que 35 ans plus tôt, je paye la TVA, toujours je paye en France. Et j'ai ma fille qui a 21 ans. Nos enfants sont nés ici, on les envoie à l'école ici. Mais seulement nous n'avons pas droit de choisir qui représentait nos enfants, qui nous représentait. Droit de vote aux migrants. Et je ne sais pas où est-ce qu'on en est avec ces débats. La deuxième question, je pense qu'il y a la dame qui venait de parler. Et pour les migrants, on nous fait payer cher pour avoir ne serait-ce que le droit, le rendez-vous à la préfecture. À la préfecture, à la cité, et il y a le kiosque qui est installé. On nous donne un numéro pour avoir rendez-vous à la préfecture, et le numéro qui répond quasiment pas. Et pour ça, ces gens, ils ont leurs agences, notamment ici dans ce quartier de la Goutte d'Or, où on va, dans des boutiques, on paye pour avoir le rendez-vous à la préfecture. Alors ça, j'en ai parlé, moi j'en ai réclamé, et qu'est-ce que j'ai copé? On a récalé, mais on n'a pas voulu renouveler mon titre de séjour. Et là, ça fait une année, je suis sans papier. Comme, voilà, là, je suis... Dans les jours qui viennent, je suis obligé d'aller faire ma demande après 35 ans de bonne vie et mœurs à Paris. Papa Eric Le Tendre, le Parisien le plus célèbre de Paris de tous les temps. Et même, à l'allure où vont les choses, je me vois bien être, moi Papa Eric, porte-étendard des Jeux Olympiques et Paralympiques. Paris 2024.
moi, Papa Eric, mais toujours sans papier. Et depuis une année, on m'a retiré puisque j'ai réclamé ces droits de passer des kiosques. Il faut payer pour avoir rendez-vous à la préfecture. Et le troisième point, je pense que c'est la dame de Casamance qui a sa petite fille au Sénégal, elle en a parlé. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à chez nous, dans nos pays, tous ces gens qui viennent. Vous avez parlé du Congo, je suis zaïrois. Actuellement, par défaut, aujourd'hui on dit mon pays, République démocratique sans démocratie du Congo. Ainsi moi j'appelle. Le Zaïre, ça fait depuis 26 ans, oui depuis 26 ans, mon pays est attaqué. Est attaqué par un pays qui s'appelle le Rwanda, les voisins le Rwanda. Tout le monde a connu le génocide de Rwanda en 1994. Et depuis là, mon pays est toujours attaqué. Et je me demande, qu'est-ce qui justifie cette omerta de la... comment on appelle ça, de trucs internationaux, la communauté internationale. Mon pays est vachement agressé. Et aussi, Fonds monétaire international, moi, Papa Eric, je dis bien FMI à fin. FMI à fin. Et tout le monde va puiser des ressources chez moi, notamment en matière de cobalt, qui est à la base de voitures électriques. Des voitures électriques dans les années à venir. Voilà, transition énergétique. Tout se passe là-bas, mais personne n'est dit mot. Et FMI qui endette ces pays, qui donne toujours des subventions, vraiment des grosses sommes d'argent, mais qui sont distribuées entre des personnes bien connues. Et on sabote vachement l'argent. Bon, moi je ne sais pas, dans les années à venir, personnellement je sais que FMI, on dira, ira réclamer l'argent qu'il a donné aux signataires. Hein. Ce n'est pas au peuple qu'il donne. Il donne aux gens qui sont là. Et que fait la communauté internationale au niveau des archives, aux archives des affaires étrangères à la Courneuve? Il n'y a rien, il n'y a aucun dossier. Normalement, c'est censé représenter le dossier des 20 dernières années. Mais là, il n'y a rien. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre la France, quels sont les échanges qu'il y a, notamment entre la France et mon pays. Moi, Papa Eric, personnellement, la semaine dernière encore, j'étais à l'IRIS, Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Aussi bien connu à l'IRIS, aussi bien à l'UNESCO pour journée mondiale des futurs. Voilà, c'était le mois de décembre dernier. Et c'est horrible. Moi, je propose, par exemple, pour mon pays, de remplacer le char de combat par des sockets de charrues. Moi, je dis oui, remplaçons les chars de combat par des socs de charrues. À quoi bon la guerre? Chez nous, il y a toujours la guerre. Et les agresseurs, ils sont toujours applaudis, les Rwandais. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et Emmanuel Macron, le pauvre, pour moi, Macron, c'est un puceau émasculé, l'homme des Cro-Magnons. Et il fait il fait sa francophonie avec ses illettrés. Alors, où va la France? Avec la francophonie des illettrés. Sa francophonie avec des illettrés. Il va, voilà, faire des tours, voilà. Là, excuse-moi, le liberticide est un crime. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Où va la France? Quelles sont les relations? Comment voyons-nous la France de demain? Merci. Papa Eric. Attends, excuse-moi, attends, qu'est-ce que tu as contre moi? Je t'accuse de liberticide. Si t'es pas libre, moi je suis libre. Le liberticide est un crime. Tout de suite, 4 ans de prison, ferme. Ça. DRRM, Direction des renseignements militaires. Tu sais pas, Papa Eric, c'est moi qui siffle. C'est moi qui siffle. Attends. Ah d'accord, c'est pas grave. Ok, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Moi je parle des... Eric, tu veux dire un mot? Ouais, peut-être un mot avant de laisser nos intervenants répondre ou plutôt donner leurs sentiments, parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions précises, encore que beaucoup pourraient être évoquées. D'abord pour dire un immense merci à tous les trois d'être là, et comme l'occasion m'en est donnée comme maire du 18e, je voulais redire publiquement notre soutien à la LDH. C'est pas une association avec laquelle on est toujours d'accord sur tout, même si on travaille bien sur la question des parrainages républicains, même si on a aussi on s'est beaucoup vu sur un certain nombre de manifestations, notamment récemment, mais l'attaque coordonnée du pouvoir
contre une institution associative est absolument scandaleuse. Et je pense qu'elle dit quelque chose de très puissant sur l'état d'esprit actuel du gouvernement. On n'est pas obligé d'utiliser des grands mots, mais quand des individus attaquent la LDH, c'est la vie. Quand un membre du gouvernement attaque la LDH, c'est une autre nature d'intervention et qui fait écho d'ailleurs dans le débat parisien qu'on a aux positions d'un certain nombre sur la liberté de la vie associative, sur la politique de subventionnement aussi. Et ce qu'on a entendu de Darmanin sur la LDH, on l'a entendu par exemple de Rachida Dati sur des associations de soutien aux migrants à Paris et notamment chez nos voisins du 10e. Je réinterviens pas là-dessus, mais enfin chacun sait la façon dont est considérée par une frange importante du débat politique, toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à la question qui est faite aux migrants. Et je le dis aussi bien pour les grandes institutions, si je puis dire, comme la LDH, que pour les associations locales où on est en permanence à devoir justifier du fait de soutenir ou de subventionner telle ou telle structure. Donc merci d'être là et soyez assurés que nous, on croit d'abord dans cette liberté de discussion et c'est pas parce que la LDH est présente à la Réunion aujourd'hui qu'elle est d'accord avec ce que fait le Parti Socialiste, c'est pas parce que le Parti Socialiste est là qu'on est d'accord avec tout ce que fait la LDH, mais on croit à quelque chose de central qui est de la liberté de la vie associative et l'apport de la vie associative non seulement à notre réflexion mais à nos actions. Et je pense qu'on vit un moment quand même très particulier où des élus du champ républicain, ou supposément du champ républicain, reprennent les codes des autres. Et ça me permet de revenir à notre sujet de ce soir, qui est le sujet on l'appelle comme on veut, des migrations, de l'intégration, de l'accueil en France, parce qu'on voit ces 10-15 dernières années un vrai shift du discours. Moi, quand je suis arrivé dans le 18e au début des années 2000, je mets de côté les franges du monde politique, mais dans la très grande majorité des expressions, on parlait d'ailleurs positivement de la petite Afrique. On disait « Ah, Châteaurouge, c'est sympa, c'est le quartier africain de Paris ». On valorisait l'apprentissage des langues étrangères, par exemple, à l'école, et on ne remettait pas en cause l'apprentissage de l'arabe à l'école. Quand il y a eu cette polémique sur l'apprentissage de l'arabe à l'école, le premier truc que je me suis dit, c'est comment c'est possible qu'en France, on puisse considérer comme autre chose qu'une richesse le fait d'apprendre une langue à l'école. Et donc on a vu ce changement du discours politique. Et ce changement du discours politique, il est alimenté bien sûr par l'idéologie. Il est aussi alimenté par alors est-ce que c'est une volonté délibérée ou est-ce que c'est une absence de volonté, mais par la situation qui est faite aux personnes qui sont sur notre territoire. Et au fond, le sujet individuel que vous portiez sur le soutien aux individus et la politique globale que nous, comme parti politique, on doit penser, c'est deux sujets qui sont extrêmement liés. Évidemment, quand on laisse s'organiser des grands campements inhumains et hallucinants, on pousse l'opinion à se dire l'immigration, c'est un problème. Dès qu'on laisse se développer le chaos, on pointe un problème. Quand les choses sont organisées, les choses se passent très bien. Les centaines de, je ne sais pas combien, de milliers de personnes qui viennent, par exemple, du Sénégal tous les ans en France, et qui sont accueillies dans la communauté, qui ne sont pas soumis à être à la rue, qui sont avec papier ou sans papier, qui travaillent ou qui ne travaillent pas, tout ça ne pose aucun problème. Évidemment, quand vous avez 200 personnes sur un campement, vous créez un contexte dans lequel ensuite il est aisé de dire pour des franges politiques qui ont envie de s'en servir que l'immigration est un problème. Et donc on a une responsabilité immense à faire en sorte d'abord d'organiser les choses. Ce que vous disiez l'un et l'autre sur les rendez-vous, que moi je vois comme maire du 18e en permanence. On crée le problème et après on pointe le problème du doigt. Mais il y a eu des moments où tout ça était bien organisé. La France n'accueille pas plus maintenant qu'elle accueillait il y a 20, 30, 30 ans ou 40 ans. Elle le fait dans de moins bonnes conditions. Sans doute pour des raisons financières, c'est compliqué, tout ça. Peut-être aussi parce que, au fond, le fait que tu sois sur un problème est une bonne façon d'éviter de parler d'autres choses. Et donc je pense que nous, comme élus, on a l'obligation de faire en sorte d'abord de porter un discours positif. Oui, les migrations sont une richesse. Oui, le fait d'avoir dans son école des jeunes qui viennent de toutes les origines, c'est bien. C'est quand même fou de se dire qu'il faut rappeler qu'avoir des jeunes de plein de nationalités différentes dans une classe, c'est un enrichissement pour la classe. Moi, quand j'étais môme, il y a longtemps, c'est pas non plus il y a si longtemps que ça, je me rappelle pas que c'était un problème
sans doute que ça posait des problèmes aux instits, hein. Bien sûr que c'est plus compliqué, ils parlent français, ils parlent pas français, mais enfin, on trouvait ça bien, quoi, d'avoir des gens de partout dans nos écoles. Quand est-ce que c'est devenu un problème en soi? Et donc je pense qu'on doit porter ce discours positif et je pense qu'on est bien placé dans le 18e pour le faire. Et je vais en finir là-dessus parce que je pourrais aussi en parler pendant des heures, et puis comme j'ai pas vraiment de questions, je vais éviter de faire une péroraison, mais on a cette responsabilité, nous plus particulièrement dans le 18e, et notamment dans les partis politiques du 18e, d'utiliser ce qui existe sur ce territoire pour le montrer positivement. On était un certain nombre d'entre nous, Jean-Philippe, Gilles, Kevin aussi, il y a quelques jours à la mairie pour la cérémonie d'accueil des naturalisés. Alors on a le droit d'être étranger en France, hein. Le fait de venir en France n'impose pas de vouloir devenir français. Moi j'ai habité très longtemps dans plein de pays du monde, personne ne m'a demandé si je voulais devenir japonais ou chinois, hein. Donc cette obligation qu'on a de dire que les migrants doivent forcément devenir français est absurde. Enfin cela dit, un certain nombre décident de vouloir devenir français. Et quand on voit la chaleur avec laquelle ils sont accueillis dans la nationalité, on se dit que quand même il se passe des choses magnifiques, et il se passe des choses magnifiques ici. Ce que tu fais avec SOS Casamance, qui a quand même contribué largement à faire renaître la mémoire des tirailleurs sénégalais à Paris. Sans la vie associative, on n'aurait peut-être pas dénommé une place au nom des tirailleurs sénégalais dans le 18e. L'apport qu'est cette diversité qui nous permet d'avoir une économie, notamment autour des questions de mode et du design, hyper dynamique. La Goutte d'Or crée de l'emploi grâce aux migrations. C'est un fait. Les cultures d'Afrique nous permettent d'attirer des touristes ici dans le 18e. Et donc il faut qu'on replace ce discours sur quelque chose de positif. Et pour le faire, il faut qu'on règle les problèmes qui sont créés et notamment qui évitent de laisser sur l'espace public se dérouler des situations inacceptables. On peut dire que tout va bien si on fait en sorte que tout aille bien. Mais quand vous avez des campements ou des jeunes qui errent dans l'espace public, alors vous pointez un problème et puis derrière vous avez des caméras, des télévisions et tout ça. Et donc on a une responsabilité de faire en sorte que tout ça se passe bien. Et donc tout ça m'amène au dernier élément. Il faut qu'on reprenne un certain nombre de combats identitaires qui valorisent l'apport des migrations dans notre pays. Moi je crois que, et nous on a essayé d'en faire la preuve, il y a le combat sur la mixité scolaire, redire du bien de la diversité à l'école. C'est pas forcément un problème en soi. Les différences sociales ou culturelles dans nos classes. Il y a le sujet non pas l'image seulement des migrants qui viennent prendre le travail dont on ne veut pas, mais je pense qu'on doit valoriser aussi les apports des uns et des autres, et je pense notamment à un projet qu'on essaye de mener sur les cuisines africaines, dire qu'il y a aussi de l'art contemporain en Afrique, qu'on peut valoriser l'expression culturelle ou artistique d'aujourd'hui. On n'est pas obligé de migrer que pour aller prendre les boulots dont tout le monde ne veut pas. Mais quand on a deux jeunes du 18e qui créent la maison Château Rouge, eh ben, c'est une façon formidable d'apporter à notre économie. Et le 18e est connu en mieux grâce à ce mouvement-là. Et il y a le sujet que vous évoquiez, qui est institutionnellement aujourd'hui est impossible à faire avancer, mais qui culturellement avait beaucoup avancé et qu'il faut reprendre, qui est celui du droit de vote aux élections locales des résidents non communautaires. C'est-à-dire considérer que oui, pour voter aux élections nationales, sans doute faut-il être membre de la nation, mais pour voter aux élections locales, il faut être membre de la localité. Et donc reprendre ce combat qui n'est pas gagnable pour le moment, parce qu'il n'y a pas de capacité à faire passer une loi, puisqu'il faut changer la Constitution et qu'il n'y a pas de majorité pour le faire. Mais c'est pas parce qu'un combat n'est pas gagné qu'il n'est pas important de le mener pour dire mais nous en fait on trouve ça bien. Et non, c'est pas obligé de penser que c'est pas bien ou que c'est un problème les mouvements internationaux. Bien sûr que ça pose des problèmes et qu'il faut les régler, mais c'est pas un problème en soi. Et donc je pense que si on prend ces combats sur la mixité en général et scolaire, la déghettoisation, si on reprend le combat de la vision positive de la part de l'économie qui est prise par ces migrations, pas seulement en disant heureusement qu'on a des gens, même si c'est très bien, pour faire les métiers qu'on ne veut pas, mais aussi pour faire les métiers qu'on veut et manger les cuisines qu'on aime et découvrir les visions positives et reprendre le bâton de pèlerin du droit de vote des étrangers aux élections locales qui rappelle qu'on a le droit d'être étranger en France. Et qu'on n'est pas obligé de devenir français parce qu'on vit en France. Et d'ailleurs, personne ne demande aux Français qui vont habiter à l'étranger de changer de nationalité. On peut le faire si on veut. On peut aussi venir quelques années et repartir. Il faut renaître. Voilà. Et bien, je pense qu'on aurait pas mal avancé. Mais comme j'ai pas de questions, je m'arrête là parce que j'ai déjà été trop long. Je vous laisse dans le sens où vous voulez. Oui.
Alors, j'aurais voulu parler, enfin, la Ligue des droits de l'homme, elle s'occupe des droits, mais elle s'occupe beaucoup de l'accès aux droits actuellement. L'accès est une chose, un vrai problème. Je voudrais arriver sur deux choses. Le vote des étrangers, Saïd Bouziri, qui a été notre président il y a 45 ans, s'est battu pendant des années pour le droit de vote des étrangers aux élections locales. Pour le moment, ce n'est pas un succès encore. Je voudrais revenir donc sur ce problème d'accès aux droits. Ce n'est même pas le droit qui est en cause, c'est l'accès. La dématérialisation, c'est un point majeur. Les gens n'arrivent même pas à avoir leur rendez-vous. Ils payent, effectivement, tout ce qu'a dit monsieur est parfaitement vrai. Ils n'arrivent pas à avoir le téléphone, à avoir le rendez-vous de base. Après, il y aura encore d'autres épreuves. Première chose. La deuxième chose, il se trouve que je suis médecin et je travaille dans une PASS. Alors je vous explique ce que c'est. C'est un point d'accès aux soins pour tout le monde. Tous ceux qui n'ont pas de documents. Donc je vois beaucoup d'étrangers. Je suis dans un observatoire de la santé des étrangers. Donc on voit. Qu'est-ce qui se passe? Les droits d'accès à la santé diminuent. C'est-à-dire que avoir l'aide médicale État devient difficile pour beaucoup de gens, où ils perdent leurs droits. On leur demande de plus en plus des documents qui ne devraient pas être demandés, c'est-à-dire une carte d'identité et un document d'état civil. C'est illégal. Donc on leur demande des documents illégaux. En plus, ils peuvent perdre ces droits. Ils les ont beaucoup plus difficilement et en plus, on peut leur retirer. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des gens qui vont moins bien. Et ça, on le voit. On voit en particulier beaucoup de personnes demandeurs d'asile qui ont des problèmes psychiatriques majeurs, à force de rester 3 ans dans la rue, d'être partis 5 ans avant de leur pays. On les comprend, ça va mal. Ils sont traités plus tard. Ils n'osent pas aller à l'hôpital. L'hôpital où je suis est en face de la préfecture. Ils osent peut-être encore moins, il faut reconnaître. Mais si vous voulez, toute cette perte de droits aboutit à des catastrophes. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui vont mal. Et quand on les voit tard, ça coûte finalement beaucoup plus cher. Je précise aussi que je suis médecin à l'assistance publique, je l'ai toujours été, mais actuellement je suis bénévole. Je trouve qu'être bénévole à l'assistance publique, c'est quand même assez scandaleux. Je suis ravie de le faire, mais je trouve ça absolument scandaleux. Ça, c'est un détail. Ça prouve à quel point, pour traiter des étrangers, on prend des bénévoles. Enfin bref, je vous laisse... Voilà, moi ce problème d'accès aux droits, je le trouve majeur. L'inscription à l'école, c'est pareil. On s'est occupé de jeunes Roms dans le quartier. Les inscrire, c'était un problème. Il n'y avait pas de place. Et puis, ce n'est pas une priorité. C'était compliqué, quoi. On avait du mal à les inscrire. Donc, tous ces droits sont non respectés. On n'a pas l'accès aux droits. Le droit, il existe, mais on n'a pas accès. Voilà. Donc, c'est surtout ça là-dessus sur lequel je voulais insister. Merci beaucoup. Peut-être rapidement rebondir sur ce que Ariel disait. Il est important, lorsqu'on appartient à une grande formation politique, de se garder de fluctuer selon, disons, les vents et marées. Ariel disait que nous avons vocation à faire la promotion. À faire la promotion de quoi? À faire la promotion de l'apprentissage de la langue française à l'école. Mais moi, je me souviens, en tant qu'angliciste, que la droite conservatrice américaine, d'accord, a mis en avant cette idée-là. Ce n'est pas une idée de gauche. Lorsqu'on accueille des gens dans un pays, c'est sous 2 critères. Le critère économique et le critère moral. C'est tout à fait moral d'accueillir des demandeurs d'asile. On n'a pas besoin de leur demander s'ils parlent français ou pas. C'est un cas, effectivement, d'urgence humanitaire. On se fiche de savoir s'ils parlent français ou pas. Ils sont en condition, effectivement, de précarité. On n'a pas à leur demander ça. Et en tant que gauchiste, en griffe, on n'a pas à disons, même si dans l'absolu, on peut être d'accord qu'on s'intègre avant tout dans un pays par la langue et par le travail, avant tout. Mais le fait de mettre le curseur sur la langue, c'est un couteau à 2 tranchants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous sommes ici pour parler du gouvernement Macron. Mais la vérité, c'est laquelle? Mais moi, avant de venir, j'ai un peu travaillé, j'ai un peu lu, mais je me suis rendu compte que pour en fait, les aînés ici, déjà, on avait effectivement, dans les années 70, un ministre du nom de Lionel Stoléru, d'accord, qui avait pour projet de faire quoi? De rapatrier 500 000 immigrés algériens. Sous quel prétexte?
Ben, c'était au prétexte tout simplement voilà, de leur demander, dans le cadre du renouvellement de leur titre de séjour, de justifier par diverses acrobaties, d'accord, de fournir des documents qu'ils n'avaient pas et surtout de leur dire que effectivement, au-delà de leur demande, ils devaient avoir quoi, 20 ans, au cas où en fait ils auraient été déboutés, et ben 20 ans avant de revenir en France. Mais ces idées-là, M. Macron est en train, malheureusement, de suivre cette pente glissante. Parce que par la loi Asile et... pardon ? Voilà. La loi Asile et Immigration va un peu dans ce sens-là. Parce que ça participe à quoi? Ça participe à précariser davantage des personnes qui n'ont nulle part où aller. Moi, je ne sais pas si vous avez une idée, mais le fait que la Méditerranée soit aujourd'hui le plus grand cimetière au monde, les gens ne le font pas, tout simplement parce que, en fait, voilà, ils veulent venir en France. Ils n'ont pas d'opportunité. Il y a des problèmes qui tombent sur des populations qui n'ont rien demandé. Le réchauffement climatique, l'Afrique réchauffe, l'Afrique pollue le monde à hauteur de 1%. Mais comment peut-on demander à une telle population de ne pas quitter leur pays alors que leurs villages sont dévastés par la sécheresse? Vous êtes au Sénégal. J'ai été récemment en fait au Sénégal. J'ai vu les dégâts de la sécheresse. J'ai vu la problématique des enfants talibés. C'est une réalité sociologique. Aujourd'hui, ce qu'on doit se dire, au-delà effectivement de mettre en avant l'idée, on va dire, en griffe de couleur humanitaire ou en fait, que sais-je, il faudrait simplement que l'on soit d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée, que l'on réapprenne à se parler. Parce que tout part par le discours. Et si on n'arrive pas effectivement à avoir un minimum de civilité, au-delà de tous les grands principes qu'on aura envie de mettre en place, ça ne passera jamais. Tendre la main à celui qui est plus faible, que soit dans une situation de précarité, en se disant effectivement que l'on peut aussi se retrouver par un hasard de l'histoire. Moi je vois en Seine-Saint-Denis des personnes qui sont parfois des retraités, des personnes qui vivent dans des conditions de précarité innommables et pourtant françaises, qui n'arrivent même pas à payer leur loyer, qui n'arrivent même pas à avoir des aides, sous prétexte effectivement que l'on doit prioriser ceux qui viennent d'ailleurs. Donc on doit avoir un discours clair. Quand on est de gauche, on doit avoir un discours clair. Le discours clair, c'est en fait de se dire, surtout quand on est socialiste, au vu de l'histoire de ce grand parti, au-delà de toutes les critiques qu'on peut avoir. Moi personnellement, en tant qu'Africain, je suis reconnaissant vis-à-vis de ce parti qui a beaucoup fait, bien sûr de François Mitterrand, qui a beaucoup fait pour l'Afrique, pour la démocratisation. Parce que mettre en place, porter un jugement moral sur des atrocités, sur des crimes, sur en fait des génocides, malheureusement qui par la suite ont pu éclater, tel que celui du Rwanda, nous amène à réfléchir sur quoi? Sur effectivement notre capacité à nous projeter vers un avenir meilleur. Non pas en fait à ressasser le passé. Oui, on peut parler des questions de mémoire. Mémoire juive, mémoire noire, mémoire algérienne, antillaise, en fait, etc. Mais ce qui nous porte, et c'est ça la force du socialisme, c'est de penser l'avenir. C'est de penser en fait une société future où les gens, chacun selon, disons, ses capacités, arrivera effectivement à participer à l'effort collectif. Et c'est ce qui manque aujourd'hui en France. Parce que les gens se mettent dans des catégories. Catégorie musulmane, catégorie noire, catégorie juive, catégorie ceci, catégorie cela. Mais c'est une société fracturée dans laquelle en fait, on est en fait aujourd'hui. La France n'est pas dans ce discours. Il faut qu'on le comprenne. Ce qui fait la France, c'est quoi en termes d'idées politiques? C'est tout simplement le fait de savoir qu'on arrive dans la société, non pas en tant que noir, on arrive en tant qu'individu, sans couleur. Et c'est ce qui, davantage, amène les personnes à se rassembler. Mais aujourd'hui, si moi, je viens vous dire, oui, ok, j'ai besoin d'être avec vous parce que je suis noir, mais un blanc dira le contraire. Un gay dira le contraire. Un arabe dira le contraire. Parce que chacun va, se calfeutrer dans sa différence. Même si la différence
est un droit en soi, mais on n'a pas à mettre en avant sa différence au détriment de la majorité. Donc moi, c'est à ce niveau-là que je veux vraiment que l'on puisse mettre l'accent. Il y a un principe d'égalité. Lorsqu'on parle de discrimination, il y a deux principes. Le principe d'égalité et le principe de non-discrimination. Dans les textes dans tous les textes internationaux, la France est État partie lorsqu'il s'agit effectivement de la protection des migrants, comme tout pays au monde qui a en fait signé des traités. La France a signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, la France a signé tous les textes en rapport avec la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, en tant qu'État partie, elle a le devoir d'accueillir des personnes en situation de détresse humanitaire. On n'a même pas besoin en fait de pavoiser par rapport à ça. C'est quelque chose qui coule de source. Donc moi aujourd'hui, c'est un peu ça ma vision. Au-delà bien sûr de ce qui est fait, des efforts constants, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les permanences des droits humains, etc. Il y a un travail formidable, des connexions qui se font de part et d'autre. Mais le plus important, si on ne connaît pas notre identité, eh ben d'autres personnes vont nous l'attribuer. Vont nous attribuer une identité qui n'est pas la nôtre. La France a une identité qui part de la Révolution française. C'est grâce à la Révolution française que moi, je ne suis plus dans les chaînes aujourd'hui, que mon père n'a pas été dans les chaînes, parce qu'il y a eu des personnes en France qui, lorsque tout le monde cautionnait l'esclavage, ce sont des personnes de gauche qui ont libéré les esclaves. L'abbé Grégoire était certes un religieux, mais il était membre de la Société des Amis des Noirs. Et c'est pour cela que je suis reconnaissant par rapport à ça. C'est ça l'identité de la France. L'identité de la France, c'est la générosité, c'est la solidarité, c'est l'humanité. C'est ce regard positif que je porte, moi en tant que membre, en tant que militant associatif, sur ce pays. Maintenant, après, les questions de wokisme, les questions effectivement de cancel culture ne sont pas de nature effectivement à mettre les gens ensemble. Donc, je ne sais pas si je peux m'arrêter là parce que je peux en fait aller... voilà. L'essentiel, mais je vais essayer juste en tout cas d'aborder la question sous un autre angle, effectivement, par rapport aux pays africains, qui aussi ont une part de responsabilité, à mon avis, effectivement, dans cette politique de migration. Alors, j'explique un peu parce que j'ai parlé tout à l'heure de la démographie africaine. Aujourd'hui, quand on observe un peu la situation en Afrique, une jeunesse qui s'interroge, une jeunesse qui se questionne. Aujourd'hui, quand on regarde, je prends un exemple très simple, le Sénégal, avec ce qui se passe. Aujourd'hui, avec par exemple l'avènement d'une nouvelle conscience politique incarnée particulièrement par des jeunes qui n'ont pas d'idéologie, qui n'ont pas de référence, qui n'ont même pas de parcours, qui émergent brutalement, de façon tout à fait brutale, sur la scène politique et qui bousculent les codes, qui se positionnent et qui sont aujourd'hui même en capacité de gagner des élections pour devenir les dirigeants. Mais on doit s'interroger parce que normalement, ce genre, la politique, c'est les partis politiques qui l'incarnent en général, les formations politiques qui ont un projet de société, qui proposent, qui forment les gens. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de constater, c'est qu'aujourd'hui, moi je me lève, je crée un mouvement, tout de suite je me mets en avant et puis je peux devenir un leader incontestable et qui va s'accaparer de l'électorat et qui demain se retrouve à la tête d'un pays. Sans parcours. Mais quand même ça, je crois que c'est quand même un phénomène aujourd'hui qui nous questionne beaucoup et qui doit être vraiment partagé. Et ça aussi, je pense que, autre élément, c'est-à-dire aujourd'hui quand on parle de la contestation de la jeunesse par rapport, n'est-ce pas, au leadership de la France, on dit qu'on a une mauvaise image de la France, sa politique en tout cas envers les États africains en général, mais c'est rien d'autre. Moi je pense qu'après, à un moment donné, il y a des générations aujourd'hui qui émergent, qui malheureusement n'ont pas été suffisamment pris en compte pour les accompagner, pour les aider à avoir un parcours beaucoup plus constructif et instructif qui leur permettent effectivement d'avoir cette conscience citoyenne. Et malheureusement, c'est la faillite des partis de formation politique pour la plupart. Ça, il faut le constater également. En Afrique, c'est aussi une réalité. Les idéologies disparaissent, les partis politiques ne forment plus, n'encadrent plus. Et aujourd'hui, la nature a horreur du vide. Et aujourd'hui, on voit effectivement d'autres mouvements qui émergent.
Et ça pose problème. Et d'où, encore une fois, personnellement, moi je pense qu'aujourd'hui il y a une réflexion très profonde à mener. Il faut que les gens, les citoyens que nous sommes, que nous puissions en tout cas avoir ce recul, hein, cette remise, on se remet en question quelque part pour en tout cas analyser, apprécier la situation de façon beaucoup plus juste et peut-être proposer des solutions. Je crois que ça c'est fondamental parce que sinon on va vers des dérives et une fois qu'on arrive dans cette situation de dérive politique, mais ça devient dangereux pour tous les États. Parce qu'aujourd'hui, aucun État ne peut aujourd'hui se dire « je m'enferme pour moi-même » sans les autres. Aujourd'hui, les États sont connectés. Aujourd'hui, il y a une interconnexion entre les États, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Aujourd'hui, la connexion elle est mondiale. Donc aujourd'hui, à mon avis, la réflexion aussi doit être partagée par des canaux de réflexion. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'international socialisme, qui est quand même un outil de communication. Hein. Souvent, où les questions qui se passent ici sont discutées de l'autre côté, où les essences sont faites. Et puis, ça permet effectivement, peut-être, voilà, de faire émerger des réflexions et des pensées assez adaptées. Et donc ça, c'est vraiment moi, mon interrogation souvent. C'est-à-dire, je suis dans ces interrogations-là souvent, un peu isolé parce que je ne vois pas trop. Mais je me dis, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un besoin, il y a une nécessité, en tout cas, de réfléchir à tout ça. Et pour dire encore une fois, les États africains, aujourd'hui, la réflexion qui doit être faite, c'est pour ça, nous, en tant que diaspora, ben, moi, je viens du Sénégal. Toute ma réflexion, c'est de dire, quand j'étais au Sénégal, voilà comment je vivais. Et quand je suis venu là, voilà ce que l'immigration m'a apporté. C'est-à-dire, je me suis transformé. C'est-à-dire j'ai gagné en compétences. J'ai gagné beaucoup d'ailleurs. Et ce que j'ai gagné, j'ai dit, mais comment je fais pour le partager avec les autres? Et donc, et cela se traduit avec le leadership, en tout cas les responsabilités associatives que j'ai. Quand je vais accueillir des gens qui arrivent à l'association, pour des raisons, par exemple, d'être accompagnés sur une démarche administrative, ou pour faire, par exemple, l'accompagnement linguistique ou d'alphabétisation, comme le disait tout à l'heure Ariel, qui est quand même une nécessité. Aujourd'hui, on le voit, il y a une forte demande sur cette question-là, parce que tout simplement, l'accès au droit, on ne peut pas revendiquer l'accès au droit si on n'a pas accès à la langue. Parce que quand on n'a pas accès à la langue, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, mais évidemment, on se fait marcher dessus. Donc pour moi, c'est une étape aussi importante. Maintenant, avec aujourd'hui la numérisation qui intervient, qui quand même bouleverse un peu les donnes, mais ça aussi, c'est une autre observation à faire, un autre constat à faire et à prendre en compte, effectivement, pour voir dans quelle mesure, en tout cas, accompagner au mieux les personnes qui sont là, qui ont envie de s'intégrer et puis qui ont envie vraiment de vivre en paix dans ce pays-là. Maintenant, de l'autre côté également, je crois qu'il y a une autre réflexion à faire pour aider ces gouvernements, ces États, à réfléchir sur des politiques à mettre en place, ne serait-ce que pour préparer davantage et mieux leurs citoyens qui veulent bouger, qui veulent aller à l'avant, qui veulent aller à la découverte de notre pays. Et ça, je crois que ça, si on ne le fait pas, oui, mais évidemment, ça dit qu'il y a tout ça. Mais il faut les préparer parce que quand les gens sont bien préparés, ils prennent leurs décisions de façon tout à fait souveraine.